Je vais donc vous parler un petit peu de notre projet de recherche qui s'appelle RECID. Je vais vous partager de suite ma présentation et me dire si tout est bon pour vous. Normalement, vous devriez l'avoir. Est-ce que c'est bon de votre côté? C'est bon, oui. Oui, oui, tout va bien pour nous. Parfait, très bien. Donc, mes slides seront en anglais, ce qui permettra effectivement de suivre peut-être pour certaines personnes. Notre projet s'intitule RECID pour rétroconception sémantique d'objets patrimoniaux. Il fait l'objet d'un certain nombre d'années de recherche déjà entamées à Nantes. Et je vais vous exposer un petit peu le contour, les résultats de ce projet de recherche qui était un projet ANR. Pour commencer, je vais déjà me présenter. Florent Laroche, moi je suis maître de conférence à l'École centrale de Nantes, à Nantes Université, et je suis rattaché au laboratoire LS2N, le laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Nous sommes près de 550 chercheurs répartis sur plusieurs sites où on travaille sur du numérique. On est vraiment interdisciplinaire dans notre laboratoire. Il y a effectivement des informaticiens, des numériciens, mais il y a également des roboticiens, des mécaniciens, des automaticiens. Bref, tout ce qui tourne autour de la cybernétique au sens large du terme. Notre objectif, c'est de mettre à disposition des métiers, de l'industrie et d'autres métiers, des outils pour mieux travailler demain. Voilà. Moi, j'ai débuté ces travaux de recherche il y a maintenant un peu plus de 20 ans et on est vraiment à cheval entre plusieurs disciplines. Voilà, moi, je ne m'inscris pas trop je suis forcément dans les sciences de la communication, en génie mécanique, en génie informatique, ou en histoire, ou en épistémologie, ou en géographie. Vraiment, on navigue sur plein de domaines, même si à l'origine, moi, je suis docteur en génie mécanique et je suis ingénieur également de formation. Et j'ai également une petite particularité, c'est que je suis également reconnu par la communauté des historiens des sciences et des techniques à ce titre-là, et ça permet d'avoir des projets qui sont à double tête. Pour autant, je ne fais jamais mes projets tout seul, vous allez le voir, ce sont avant tout des aventures d'équipe. Donc, de quoi on parle dans nos projets de recherche? Nous, notre idée d'origine, c'est de se dire, mais finalement, l'industrie de demain, la technique de demain, un jour va devenir patrimoine. Il y a un lieu en France qui est très connu, qui s'appelle le Musée des Arts et Métiers. Je suis sûr que parmi vous, vous l'avez déjà visité. Pour autant, le Musée des Arts et Métiers, eh bien, les objets sont un petit peu comme un poisson dans un aquarium. Ils ne bougent pas à l'intérieur. Alors que lorsque l'abbé Nollet a imaginé le musée en 1792, l'objectif, c'était de pouvoir former des compagnons et les futurs ingénieurs sur des objets qui fonctionnent pour leur montrer comment ça marchait. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paul Ras en 2003, mais Daniel Toulouse, le directeur du musée, lorsqu'il a été rénové au début des années 2000, le disait lui-même, il faudrait déjà tout revoir pour pouvoir faire bouger ces objets. Notre idée à nous, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que le numérique ne pourrait pas nous aider justement à effectivement valider? C'est le premier que l'on pense parce que tout le monde fait du mais derrière ce qu'il se cache, et merci beaucoup à toutes les connaissances qui sont portées en fait par ces objets, tout le savoir-faire. Pour ce faire, nous, on utilise un certain nombre d'outils et de domaines métiers. On utilise évidemment tout ce qui touche à l'objet physique en lui-même, l'ACAO, le computer graphique, des outils de 3D, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle. Et puis en parallèle, il faut bien des systèmes supports de la connaissance. Et effectivement, la présentation d'avant a permis d'en montrer un certain nombre avec des ontologies, des bases de données. Et moi, je rajoute également d'autres mots-clés. Si je rajoute les GIS, le GIS, donc les systèmes d'information géographique en français, les SIG, ou alors le BIM, les systèmes d'information dédiés au bâtiment, eh bien tout ça finalement, ce n'est que la même chose, c'est tous basé sur des modèles de données et tout le monde les utilise un peu à sa sauce. Notre idée à nous, quelle est-elle? Elle est de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas toucher finalement le patrimoine, le toucher virtuellement peut-être? Pour ce faire, je vous le disais, on va travailler en équipe. Pour travailler en équipe sur ce projet qui s'appelait RECID, notre consortium était très interdisciplinaire. Il y avait plusieurs laboratoires de recherche. Il y en avait 4 au total, 3 en sciences de l'ingénieur et un en sciences humaines et sociales. Du côté des entreprises, c'est pareil. Nous avions une entreprise en sciences humaines et sociales et une entreprise en sciences de l'ingénieur. Et au niveau des institutions, on a travaillé avec le Musée des Arts et Métiers à Paris et avec le service de l'inventaire au ministère de la Culture. Voilà, ce qui a permis d'avoir des cas d'études pour vraiment démontrer l'applicabilité de notre projet.
une petite cartographie de notre projet, donc qui s'est déroulé de 2016 à 2021 sur 53 mois. C'était à peu près 20 chercheurs impliqués et c'était un budget global d'1 million d'euros, ce qui est un petit projet par rapport à certains projets de sciences de l'ingénieur où ils vont déployer des dizaines de millions d'euros. Nous, on reste assez humble dans notre projet. Ce projet ANR qui a donné lieu à un deuxième projet ANR qui va un peu dans la suite, mais qui est piloté cette fois-ci par le Centre européen de réalité virtuelle à Brest. Et ce projet-là s'appelle Lab in Virtuo, mais peut-être que je reviendrai vous en parler d'ici quelques années si vous le souhaitez, pour savoir comment ça a évolué. Quel est notre défi? Quel est notre objectif? L'idée, c'est la suivante. Alors, excusez-moi de cette caricature, mais on a un expert du patrimoine, il dit, oh là là, mais comment je vais faire pour utiliser cet objet 3D qui parfois est très compliqué, qui est très gros, qui peut faire, et vous allez voir tout de suite après sur mes cas d'application, qui peut faire jusqu'à 8 gigas, voire même 3 ou 4 terras de données. Ça devient un petit peu compliqué à manipuler lorsqu'il est sur son ordinateur tout seul. Il ne sait pas bah voilà, comment l'utiliser, il ne sait pas comment le manipuler, il ne sait pas non plus si finalement l'objet virtuel qu'il a devant les yeux est authentique, il est intègre, est-ce qu'il veut dire quelque chose? Donc notre projet avait comme objectif justement de proposer une méthode pour pouvoir faire ce qu'on appelle du reverse engineering, donc la rétroconception d'objets anciens. Et on a rajouté le mot sémantique, parce que nous, on croit beaucoup sur le fait que l'objet 3D virtualisé est porteur de sens et il doit être forcément instancié avec des données qui soient qualifiables. Donc, on a proposé un certain nombre d'outils, de méthodes et puis un format interopérable qui va permettre de faire communiquer les données tant sémantiques que les objets physiques. À l'origine, on imaginait Recid avec ce petit soleil que vous avez ici au milieu, c'est-à-dire un mix entre la base de données que vous avez ici qui est cartographiée sur la gauche et puis à droite le modèle 3D, le cube. Et on s'est dit, on va inventer un format génial qui permettra de faire communiquer les uns avec les autres. Et on s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible d'avoir un format dédié. En revanche, ce qu'on pouvait proposer, c'était une technologie, à savoir technologie au sens épistémologique du terme. Une technologie, c'est une façon de faire, une façon de procéder. Vous me voyez toujours parce que j'ai l'impression que vous êtes figé. Vous m'entendez aussi? On vous voit et tout se passe bien. Ne vous Ah, ok, inquiétez ça marche. Bon, très bien. J'ai pas de retour vidéo, c'est pour ça que je me demandais où vous étiez. Et voilà, j'ai l'impression que tout a sauté, non? Non, c'est bon. pas. Ah bah Alors, on oui, n'a plus votre PowerPoint là. Ah, c'est bien ce qui me semblait que vous étiez figé. Hop, tac, tac, tac. La technologie Voilà, c'est repart. bon. C'est bon, c'est reparti. Oui, Super. c'est super. Ok. Euh, Donc, je disais, on a proposé justement de venir mélanger l'aspect sémantique et l'aspect physique, et ce sur un processus qui est plutôt clair, à savoir une première étape de capture des traces. Quand je dis capture des traces, c'est forcément des informations 3D, si on en a, pourquoi pas, des bribes d'objets, mais ça peut être également, et c'est nécessaire, tous les éléments de contexte que Charles a montré tout à l'heure sur les données primaires, les données secondaires, les archives, tous ces éléments qui vont venir contextualiser en fait nos objets. En deuxième étape, on va venir structurer les connaissances à travers une ontologie modèle dédié, modèle qui se veut le plus flexible possible, le plus interopérable possible là aussi. Et puis une troisième étape qui est l'étape à laquelle on pense tous d'habitude, c'est la valorisation, pourquoi pas dans un cadre de grand public, d'un cadre muséographique. Mais moi, je considère que c'est avant tout une capitalisation du savoir-faire du passé dans un seul objectif, moi qui m'intéresse en tant que technologue, c'est d'éviter que l'humanité et l'ingénierie, les entreprises réinventent la poudre et se disent, oh, mais oui, mais ça, on l'a déjà inventé il y a quelques années. Simplement, on n'était pas capable de le comprendre. Est-ce qu'on ne pourrait pas le retransférer et pouvoir le réutiliser demain? Pour dérouler cette démarche, on l'a fait sur plusieurs cas d'études. Je vais vous en citer deux. Le premier, c'est le cas d'étude du Puy du Midi dans
le pic du Midi dans les Pyrénées. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà visité ce site absolument extraordinaire, mais c'est vraiment un lieu qui est incroyable et qui a un objectif, c'est être un instrument scientifique. Jamais le Pic du Midi a eu comme objectif d'être un lieu patrimonial qui doit être conservé pour les années futures. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a une candidature pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Sauf que normalement, si on regarde bien les textes euh, du, de la conservation du patrimoine et les lois qui en découlent, en théorie, un objet est dit authentique à un texte s'il est conservé en l'état. Or, le Pic du Midi est un objet scientifique qui a vraiment pour objectif de pouvoir vivre au fur et à mesure. C'est-à-dire que s'il y a un observatoire qui doit être détruit, eh bien, il sera détruit. C'est normal puisque l'enjeu n'est pas du tout de pouvoir, l'enjeu n'est pas du tout de pouvoir conserver absolument le bâti tel qu'il est actuellement, mais au contraire, de pouvoir le faire vivre. Et ça, c'est un des enjeux du dossier pour l'UNESCO qui est en train d'être monté actuellement, de pouvoir mieux expliquer cette démarche. Et nous, le numérique était là pour le justifier. Ce que vous avez en bas à droite, c'est un prototype de l'objet en 3D qui a été virtualisé, qui a été découpé d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue sémantique, et dont l'enjeu est de pouvoir démontrer l'évolution du site depuis sa création à la fin du 19e siècle jusqu'à maintenant, tout en montrant qu'il y a des objets qui ont bougé, qui ont évalué. C'est un petit peu comme des couches archéologiques qu'on va venir soulever les unes avec les autres, et c'est vraiment un objet qui est absolument extraordinaire. Voilà, donc là, ça a été une campagne de numérisation 3D intérieur-extérieur, puisqu'à l'intérieur, c'est un gruyère. Quand vous avez 3 mètres de neige qui recouvrent le pic du Midi, il faut pouvoir y accéder. Et donc, à l'intérieur, vous avez des tonnes de galeries qui ne sont pas accessibles au public, mais qui, en tous les cas, nous ont donné lieu à numérisation 3D. Et un deuxième cas d'étude qui est celui des observatoires nationaux en France. C'est une série de lunettes méridiennes. Et je dis forcément une série, pourquoi? Puisqu'il y a eu plus de 13 lunettes qui ont été installées en France, mais pas que en France. Il y en a eu à Paris, à Strasbourg, à Marseille, à Bordeaux, à Hendaye. Il y en a eu à Lima également. Il y en a eu à Alger. Voilà. Alors nous, on s'intéressait à celles qui sont en France dans un premier temps. Et c'est une série qui est classée au patrimoine national. Voilà. Sauf que lorsque vous êtes face à cet objet-là, qui est une lunette astronomique, eh bien, vous ne dites pas, ah ben oui, elle a été fabriquée par la même entreprise que celle de Toulouse ou de Hendaye. Et donc, nous, on a voulu essayer, à travers le numérique, de pouvoir faire comparer ces lunettes les unes avec les autres. On a eu une campagne de numérisation 3D de masse de l'ensemble de ces lunettes et on a proposé plusieurs prototypes pour arriver à expliquer cet objet-là et à le montrer au public. Je vais tout de suite vous faire une petite démonstration du prototype pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais donc switcher mon écran. Je vais vous en partager un autre si c'est possible. Je vais vous partager celui-là. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Normalement, vous devez le voir. Donc ici, vous avez une des lunettes méridiennes, qui est celle de Paris. Ce que vous voyez et que je suis en train de naviguer en temps réel devant vous, c'est 8 gigas de nuages de points, voilà, de cette lunette méridienne. La technologie qui a été utilisée ici, c'est Poterie. Alors, ce qui est intéressant avec Poterie, c'est que vous avez tous les points qui sont sur les serveurs. Par contre, au fur et à mesure que vous cherchez à bouger votre position et que vous voulez avoir du détail, eh bien, les points vont se charger. Vous voyez, si j'attends un peu, il y a un petit peu plus d'informations qui apparaissent. Donc là, c'est Paris, mais on peut très bien aller voir celle de Bordeaux, par exemple. Voilà, donc là, j'attends un petit peu et les points vont s'affiner au fur et à mesure. Ce que vous voyez, c'est un objet qui est numérisé en 3D, qui n'est pas beau. Moi, je tiens beaucoup à un objet qui est intègre et authentique, à savoir lorsque l'on fait une photo en 3 dimensions, on va venir faire une photo avec notre téléphone portable, et par exemple, ou un boîtier, mais on ne va pas s'amuser à tout redessiner sous Photoshop ou tout redessiner en 3D.
Moi, je crois vraiment que pour le patrimoine, il faut qu'on aille là-dessus et qu'on se dise l'objet authentique, l'objet intègre, c'est l'objet d'origine. Il en est de même pour les archives. On ne va pas s'amuser à tout retaper, hein. Par exemple, un document d'archive. On va le garder authentique, on va avoir une transcription, c'est évident, mais on va garder l'objet d'origine comme source pour pouvoir prouver ce qu'il en est d'origine. Eh bien, pour nos objets a numérisé ici, ils ne sont pas parfaits, ils ont des trous, ils ne sont pas idéaux, la lumière n'est pas extraordinaire, mais c'est la vraie vie, c'est ce qu'on aurait si on avait fait une photo. Voilà. Là, les objets sont tous en plus comparables les uns avec les autres puisqu'on est à la même échelle. On peut également afficher un certain nombre de connaissances qui sont liées. Si je vais voir par exemple celui de Lyon. Alors celui de Lyon, il est un peu particulier puisqu'il est au musée des Confluences à Lyon. Donc il est sorti de son observatoire et comme vous le voyez, il est noyé au milieu de plein d'objets dans le musée et on a un peu du mal à comprendre ce que c'est. Voilà. Une petite photo pour vous montrer la lunette qui est dans le musée, qui est vraiment noyée au milieu de tout ça. Je vous le disais, on a pu rajouter un certain nombre d'informations. Si je veux voir, je ne sais pas moi, par exemple, à Besançon, voilà, la lunette méridienne de Besançon qui va s'afficher un petit peu mieux dans quelques minutes, si j'attends. Donc là, j'insiste, mais c'est plus de 40 gigas de nuages de points qui sont streamés directement et je n'ai pas besoin de technologie particulière pour l'ouvrir. C'est ça qui est vraiment chouette. Donc, c'est accessible à tous et c'est vraiment l'enjeu de ces travaux de recherche. On peut aller voir ici, voilà, ça peut être une PDF, ça peut être des vidéos qui expliquent le fonctionnement de l'objet. Il faut que les vidéos se chargent, donc c'est la boucle qui boucle, mais donc là, on a des vidéos qui sont sur Vimeo. Voilà. On peut afficher également des informations textuelles. On peut afficher voilà, d'autres photos, l'objet d'origine, etc., etc. Et ce qui est chouette, c'est que cette application elle est disponible n'importe où. Donc, on peut très bien se trouver à Paris, à Besançon, à Toulouse, et en même temps venir comparer les différents objets les uns avec les autres. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, on a rajouté également de la réalité. Alors là, ça va être compliqué de le faire en 3D, mais on a rajouté de la réalité augmentée. Et donc, on peut, à travers un QR code, venir comme ça, directement voir notre objet en 3 dimensions. Mais vous allez sur proto.recide.les2n.fr, vous pourrez également, voilà, on peut le visualiser en réalité augmentée ou on peut le visualiser à échelle 1 directement sur ordinateur. On a les deux modalités possibles. Ça, c'était un des prototypes qu'on a imaginé. Et le deuxième prototype qu'on a abouti un petit peu plus, il s'appelle les cercles méridiens. Oh là là, pardon, il y a un petit souci sur l'alias. C'est l'effet des mots. Moi, j'aime bien montrer des trucs en vrai parce que c'est la vraie vie, mais parfois, ça nous fait un peu des siennes. Les cercles méridiens, hop, point récide. Voilà, là, ça devrait aller. Eh bien, super. Ça s'appelle vraiment l'effet des mots. Bon, désolé. Euh, voilà, Une merci. présentation sans couac de ce type, c'est pas une vraie présentation, de toute C'est façon. ça, exactement. Il n'empêche que je vais revenir sur mon PowerPoint. Je vous enverrai le lien ultérieurement si ça vous intéresse. On fera la petite mise à jour du serveur si la problématique est là. L'idée, c'est vraiment, à travers ce site web, il a été travaillé avec des étudiants qui sont en muséographie. Et là, ils sont mis à la place du public de dire qu'est-ce que le public a envie de voir, qu'est-ce qu'il a envie de comprendre. Vous l'avez vu, le modèle 3D, il n'est pas très beau, c'est difficile à naviguer. Donc, ils ont repris tout ça, mais ils ont rajouté une surcouche qui est vraiment la surcouche muséographique. Je vois le temps qui tourne. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Caroline. Et je ne vous entends pas, mais j'imagine que j'ai encore quelques minutes. Oui, pardon, j'avais coupé mon micro. 2, 3 minutes Ouais, encore? super, parfait. Comme ça me permet de conclure. Juste pour vous dire, en termes de résultats scientifiques, il faut vraiment imaginer qu'on a deux points de vue hein, qui doivent être non pas opposés, mais cohérents et dans le même monde. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire on crée le même environnement. Vous avez d'un côté l'expert
l'expert qui va rajouter de l'information, qui va créer des liens sur un monde virtuel d'un objet patrimonial et surtout qui va créer son récit historique, puisque c'est là vraiment les travaux des historiens. Et vous avez de l'autre côté le public. Le public, si on ne veut pas lui n'importe quoi, il faut lui aussi qu'il puisse accéder à ces informations. Donc, il doit être dans le même environnement. Et on ne doit pas filtrer et se dire, j'ai un monde dédié aux experts et j'ai un autre monde qui est dédié au public. Il faut que les deux soient intimement liés et le public va pouvoir faire bouger les curseurs du temps, de l'espace, la profondeur sémantique avec les ontologies nous le permettent maintenant de vraiment faire varier tous ces curseurs-là les uns avec les autres. Donc, Recid, c'est comme ça qu'on l'a imaginé. C'est vraiment une technologie un peu comme une boîte à outils ou un couteau suisse qui permet de faire de l'intégration multidimensionnelle, spatiale, temporelle, le niveau de granulométrie et sémantique qui est adapté en fonction du public. Si on a un grand public, si on a un public d'experts, si on a des étudiants, à chaque fois, il faut qu'on puisse s'adapter. Il va permettre de garantir l'intégrité de l'objet à travers des informations qui ont été capturées et structurées de façon hétérogène, bien entendu, et adaptées à tous. Et on va pouvoir tracer également les informations. Mais là, Charles a beaucoup insisté tout à l'heure sur la nécessité de tracer toutes les données au fur et à mesure qu'elles sont transformées pour garder justement ce fil conducteur. D'ailleurs, récemment, il y a eu une très belle publication d'une revue sur les blockchains adaptées au patrimoine qui a été faite. Voilà, et qui paie peut-être une piste là aussi, comment on peut adapter ces technologies pour le patrimoine. Et enfin, quelque chose qui est très important, c'est on doit s'adapter à tout type d'interface. Lorsqu'on a déroulé notre projet, honnêtement, on ne savait pas trop ce qu'on allait produire comme résultat technologique à la fin. Ce qu'on était certain, c'est qu'on allait faire du numérique. Le Covid est arrivé par là au milieu. On nous a dit, vous restez chacun chez vous. On s'est dit, bah, le jour où les musées vont rouvrir, on ne pourra plus toucher les tablettes puisque bah, voilà, il faudra mettre des masques, il faudra mettre des gants, il faudra tout désinfecter. Donc, clairement, le postulat qu'on a pris, c'est de se dire que cet environnement virtuel de notre patrimoine du passé doit être multi-interface, là aussi. C'est-à-dire qu'on a sûrement une nouvelle technologie qui va arriver dans 20 ans. Et il ne faut pas qu'on recommence tout à redémarrer à zéro. Il faut qu'on puisse prendre ce corpus de connaissances. Il faut qu'on puisse en faire autre chose en fonction de ce qu'on veut en faire. Donc, l'enjeu, il est là, c'est d'avoir quelque chose qui est adaptable à tout type d'IHN, d'interface homme-machine, puisque demain, on aura sûrement quelque chose d'absolument génial qui va arriver. Donc, pour conclure, notre technologie, elle est vraiment elle est multivue. Vous avez une vue qui est plus déontologique, cette dimension déontologique, c'est le cas de le dire, un modèle de données qui tourne en arrière-plan. Vous avez une dimension méthodologique de savoir comment on veut s'y prendre pour ne rien oublier, pour venir, j'en ai pas parlé là, mais c'est la thèse de Loïc Janson en 2020, pour venir déstructurer l'information et restructurer l'information. Alors, Loïc Janson, qui est un de mes doctorants, qui bosse maintenant à l'Université de Lausanne et qui travaille sur ces questions de déstructuration de l'information patrimoniale. Et enfin, on n'en a pas parlé également ici, mais il y a une dimension technologique derrière, comme capable d'avoir des outils techniques, des bases de données, des outils de rétroconception qui nous permettent de venir tout mélanger les éléments avec les autres. Et là aussi, je n'y reviendrai pas parce que Charles, j'ai beaucoup aimé votre présentation du Digital for Heritage et du Heritage for Digital. On est vraiment dans cette bijectivité-là et d'un point de vue dimension numérique et outils numériques, on apprend beaucoup du patrimoine qui nous apporte de nouvelles problématiques et nous aussi, ça nous permet d'enrichir nos modèles et nos façons de faire. Voilà. En guise de conclusion, comme ça permettra peut-être d'avoir quelques questions, pour dire que, et reboucler sur ma slide d'origine qui est celle de l'industrie demain sera patrimoine, on est vraiment convaincu que si on trace ce cycle de vie des connaissances patrimoniales, on a les connaissances ordinaires et le cycle de vie classique d'un objet, conception, fabrication, usage, et puis on a un cycle de vie patrimonial. Et il faut absolument que l'ensemble de ces éléments soient encapsulés dans une base de connaissances de tout le cycle de vie, avec un enjeu peut-être, c'est de se dire que tout ça doit demain être réintégré pour créer de nouveaux objets, peut-être pour avoir un vrai retour auprès de nos étudiants, par exemple, sur la culture scientifique et technique,
afin qu'ils ne réinventent pas la roue. C'est un des enjeux, entre autres, de ce qu'on a développé dans le cadre du consortium 3D de la TGR et Humanum, dans lequel on est fortement impliqué, qui a pour objectif bien, de conserver les données patrimoniales pour des dizaines d'années qui viennent. Voilà, donc tous les objets 3D sont instanciés dans ce conservatoire des données 3D avec un DOI au même titre que HAL, vous savez, donc un identifiant unique et universel et qui va permettre de tracer toutes les informations pour les années futures. Voilà. Donc, pour boucler la boucle, vous l'avez bien saisi, on est vraiment dans quelque chose qui va nous permettre demain de mieux nous adapter à la société et la société va également devoir faire un juste retour. Voilà, c'est une boucle entre les deux. Moi, j'ai proposé ce schéma-là il y a maintenant 8 ans. Donc, c'était bien avant qu'on se pose toutes ces questions de développement durable, impact sur l'environnement. Et je considère vraiment que le patrimoine est une des clés pour aussi nous aider à mieux vivre demain et se dire, mais attendez, il y a 100 ans, ça se passait différemment et ça se passait très bien. Peut-être qu'on l'a oublié et il va falloir justement retraduire ces connaissances du passé pour mieux les comprendre. Voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur le site web de Récide. Vous pourrez en savoir un petit peu plus sur notre projet de recherche. Je vous ai mis mon mail également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous, Florent. On a d'ailleurs... Ah, on a déjà plein de questions. Je crois qu'on va avoir plein de questions. On a Sylvain Lobé dans l'amphithéâtre avec nous, hein. Donc, on a le gang des Bretons. Eh bien, c'est parfait. Du coup, Sylvain pourra continuer. Bonjour Sylvain. Tu pourras continuer les discussions à la pause avec les locaux pour argumenter et peut-être nous parler un peu de Lab in Virtuo ultérieurement. C'était hier. J'espère Eh ben, d'ailleurs que votre conférence s'est très bien passée, Florent. L'an prochain, on essaiera se de se coordonner. concerter pour pour pas mettre nos dates en même temps. Ah bah avec grand plaisir. Effectivement, ouais, hier, on avait une journée dédiée au patrimoine et à la culture numérique qu'on a organisée à Nantes. On était une cinquantaine de participants venus de toute la France. C'était très, très intéressant et je suis convaincu que la communauté que vous avez réussi à rassembler aujourd'hui et hier, également à Grenoble et en virtuel, eh bien, on va pouvoir la rattacher à celle d'hier et peut-être créer encore quelque chose d'un peu plus gros pour les années futures. Voilà, moi, Nous, on je est serais beaucoup plus humble que vous, hein, pour l'instant. On est sur les débuts, hein. Ouais, mais c'est encore une autre communauté. Et moi, je reste convaincu qu'il faut qu'on arrive à mélanger nos communautés pour faire quelque chose d'intéressant. On est vraiment un intercommunautaire, là, au-delà de l'interdisciplinarité. C'est une évidence et c'est la marque de fabrique des humanités numériques, j'ai l'impression. Charles, Charles, Yeah, thank you. First of all, question. Florent, thank you very much for this introduction on a very interesting project, I must say. One question is more for information, and the other one is more methodological. Yeah, perhaps they're both methodological. First of all, you mentioned the practices. So you want to try to get a grip on the practices, and I was wondering. Recently, more and more projects are dealing with reenactment in the sense of following recipes for recreating paintings just to get a better understanding of the making of a work of art, for instance. Are you also including reenactment methods to get a better understanding of the engineering and the reversed engineering you're mentioning in your project? And secondly, and that's more methodological, you're talking about pattern recognition. So you're comparing different sort of parts of objects, for instance, cannons or whatever. I did in the past in a particular research, we reconstructed the mill of Agostino Romelli. And we found out that it wasn't working because the wheels, the tent wheels, didn't work. But we used from another project, we used just elements to make it working again. So is it possible, if you are finding parts, to make new projects, a kind of combined products, because you're taking one part of one reconstruction to make the reverse engineering working for another object, which sits, for instance, in a different museum.
that raises, if you do that, so that raises all sort of authenticity methodological problems, but at the same time, you can explain more about how a particular object is working. So perhaps you could give your view on this. Thanks for your questions that are very rich. I hope I will answer correctly. Do not hesitate if I didn't understand well your question. Sorry. So about the second questions, combining project and proving authenticity. In fact, pattern recognition are, let's say, for simple pattern. In fact, in 3D, we can recognize a cycle, we can recognize plane, we can recognize cubes, pipes, sure. And for complex objects, it is very complicated. However, it is our dream to have pattern recognition in order to, let's say, to prove that the object is authentic and to compare them. Obviously, I think you know Michel Cot, perhaps, which is a historian, technical historian that was one of my PhD director 20 years ago. And, he have a dream to create a genetical approach for technical history. In order to say, okay, a meal is a meal, but we can compare meal A with meal B, for example, technological A with technological B. And our current research are in the same way. In fact, we try to combine 3D and data. I am convinced that knowledge is also contained in archives, in books, in any documents, and not only the object himself when we have the object, obviously. So we have to combine pattern recognition and to, let's say, not say, okay, we recognize a pipe or we recognize a plane, but to say in the document, we can try to recognize something specific. And after we are going to try to find it inside the 3D models. So the need is to combine both aspects. And usually when you do reverse engineering, there is not such kind of approach. It would be very interesting because you are already creating patterns to see whether you can translate those patterns in ontology design patterns. Because that means that they could be directly as an organization model, on a knowledge organization model, perhaps put in a different sort of context as a pattern and to see whether that works. So it is not just on the technical level to see whether a pattern fits, but also on the knowledge organization level, whether it fits. So I'm quite interested in the idea of the pattern recognition as part of the reverse engineering and to see whether that can be reused, both on an ontological level and on a technical level. But it's just a suggestion to think of. Perhaps it will be an idea to combine your works and our works, I think. And just a few words about the integrity and of the object also. In order to prove the integrity of an object, when you do reverse engineering, you can compare what you have rebuilt and the original. So, for example, you say, okay, we obtain a key of 5, 6, 10, and perhaps this key will be the indicator to prove authenticity and integrity. So I'm convinced that inside our method, yours and us, we can prove authenticity, integrity, because when you do, for example, a file for UNESCO, it is very complicated to say, okay, this object is authentic, this object is integrated. But how can you demonstrate it? So we have to prove it. And I think our research can help to do that. And about your first questions about practitioners, I think it is let's say, it is the basis of our research. We don't do theoretical research. We only work with people that manipulate in their daily life heritage object. We don't want to create
let's say, a chimera, something that will be very nice, but that is inefficient. We only work with publics, with curators, with specialists of mediation, and with historians also, with, in fact, with people that know what they are going to manipulate. Yeah. Okay, thank you very much, Florent. You're welcome. D'autres questions? Peut-être Christophe, le cycle de vie du document, Simondon. Merci pour cette présentation. C'est comme la précédente, c'est impressionnant. Vous ouvrez un champ énorme et j'ai un peu honte de poser des questions de détail. Donc, vous m'excuserez. Vous parlez d'ontologie, donc j'ai deux questions en fait, la même que précédemment. Quel environnement utilisez-vous pour construire l'ontologie? Et lorsque vous parlez de construction d'analyse fonctionnelle pour proposer une extraction, une modélisation de connaissances, vous pouvez illustrer avec le pic du Midi. C'est quoi une analyse fonctionnelle du pic Midi et qu'est-ce que vous en extrayez comme connaissances? Donc, juste deux questions. Merci beaucoup. Alors, Christophe, je suis navré, je ne vois pas trop, je ne vous vois pas, donc j'imagine que vous êtes dans l'amphi. Alors, la première, pour construire… C'est une question de Christophe Roche. Excusez-moi, oui, pardon, je crois. Oui, bon, qui est dans l'amphi, tout à fait, avec nous. L'environnement qu'on utilise pour reconstruire notre ontologie, je vais être tout à fait franc et honnête, c'est la même réponse que pour l'analyse fonctionnelle sur l'extraction de connaissances. On est plutôt à l'état papier. Voilà. Pourquoi? Parce que chaque objet est unique. Le pic du Midi, c'est un objet qui est incroyable, qui a vécu 120 ans. On a 4 téras de nuages de points. On a une base de données qui est basée sur le CIDOC CRM, hein, dont on a pris les classes qui nous intéressent et qui ont permis justement d'instancier cette base d'archives. Et pour l'instant, on n'a pas d'outils dédiés pour faire ça, hormis finalement nos mains, voilà, pour arriver à combiner et créer quelque chose qui soit le plus intelligible possible. En discutant avec des philosophes il y a quelques années, notre projet, on était un peu tout penaud en se disant, mais voilà, ils nous prennent pour des spécialistes du numérique. On se dit qu'on fait du numérique, mais en fait, on fait un peu tout encore à la mano parce que la série de lunettes méridiennes, elle, c'est des fichiers qui sont encore totalement différents. C'est une base de connaissances, une base de données plutôt d'ailleurs, qui est détenue par le ministère de la Culture, donc encore un autre format. Et ils nous ont dit, mais attendez, mais ce que vous êtes en train de faire, oui, ok, il y a peut-être quelques outils qui viennent en support, mais c'est avant tout une nouvelle technologie au sens création d'un nouveau domaine, création d'une communauté de pratique et surtout de nouveaux métiers. Voilà. Et là, on s'est dit, ben ouais, finalement, vous avez raison. Le jour où on a inventé l'électricité, à l'origine, c'était un concept, c'était un principe physique. Lorsque Galvani et Volta se sont un petit peu heurtés les uns avec les autres entre un biologiste et un physicien pour inventer la première pile, ils n'avaient pas d'outil particulier. Leur seul outil, c'était le papier et la plume, où ils se sont, pendant des dizaines d'années, envoyés des courriers en disant « mais vous connaissez sûrement mieux que moi cette histoire », en disant « mais non, mais ce n'est pas possible qu'une bouteille de lait puisse contenir de l'énergie, mais si c'est possible, non, mais c'était ma grenouille, etc. » Et in fine, ils ont réussi comme ça à produire de la technologie. Voilà. Mais à l'origine, c'était avant tout des échanges. Je pense que nous, on est encore loin de tout ça. Pourquoi? Parce que le numérique est trop parfait. Et les objets qu'on manipule ne sont pas parfaits. Juste un exemple, on travaille avec des restaurateurs d'objets patrimoniaux. Et très souvent, les restaurateurs nous disent « Non, mais en fait, là, vous êtes en train de faire une erreur lorsque vous allez retravailler un objet 3D et que vous allez, par exemple, le polisser, le rendre tout plat. Eh bien, on va perdre une trace d'usure. Cette trace d'usure, en numérique, ça va coûter cher. Ça va coûter très cher de stocker un petit trou qui, a priori, ne sert à rien. Oui, mais peut-être que ce petit trou, pour l'instant, on ne sait pas à quoi il sert, mais dans 10, 20 ou 50 ans, les historiens de demain vont retrouver un document qui va prouver que cet élément-là, il a servi à autre chose. Et donc, l'enjeu, il est là, c'est de pouvoir capturer un maximum d'informations pour que demain, on puisse peut-être l'interpréter différemment. Donc, on est plutôt là-dedans, on crée un corpus de données qui soit le plus cohérent et le plus complet possible.
et qui, pour le coup, est très, très hétérogène. Voilà, et qui nécessite de la fouille de données hétérogènes. Et puis derrière, on a l'objet numérisé en 3D, en tous les cas, les traces qu'on peut avoir, et qui sont en plus à multiversion. C'est-à-dire au fur et à mesure de la vie de notre objet, on va venir le numériser en 3D. Et je vous dis ça parce que là, dernièrement, on travaille avec la communauté d'agglomération du pays de Naï dans les Pyrénées, où ils ont des forges à la catalane qui datent des années 1400. Et en fait, ils se sont mis à comprendre cet objet-là. Et régulièrement, ils viennent débroussailler le terrain, ils viennent l'entretenir. Et donc, à chaque fois, on vient faire un relevé 3D pour pouvoir enrichir le modèle. Et à chaque fois, on comprend de nouvelles choses. Et les hypothèses découvertes au début, eh bien, finalement, ne sont plus tout à fait les mêmes maintenant. Mais en même temps, ce qu'on a découvert au début était nécessaire. Donc, il a fallu qu'on garde tous nos modèles les uns avec les autres pour pouvoir mieux les comprendre. Voilà, je suis un peu une réponse de Normand, mais c'est juste pour dire que sur le cycle de vie de l'objet, moi je ne parle pas du cycle de vie des documents, je parle plutôt du cycle de vie de l'objet, eh bien on va rattacher des documents, et des documents, ça soit l'objet en lui-même qui est de la documentation ou alors les connaissances associées.